Goedemorgen à tous, bonjour iedereen. Nous allons commencer cette conférence de presse, cette 121e conférence de presse, par un état des lieux des chiffres, et c'est donc le docteur Ivan Latoum qui va débuter aujourd'hui. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le taux d'infection continue, c'est vrai, à augmenter, mais il le fait légèrement et cette augmentation se ralentit. Cette tendance donc à la hausse qui nous a fait un peu frémir semble donc s'apaiser. Et on a aussi une certaine stabilité au niveau des hospitalisations et des décès. Ceci est actuellement une relativement bonne performance quand on la compare à celle de nos voisins européens, mais il ne faut pas se cacher que ce chiffre reste encore élevé, trop élevé pour les différents paramètres. Si on s'intéresse, première diapositive, au nombre de nouveaux cas, nous avons eu en moyenne 2523 nouveaux cas par jour par rapport aux 7 derniers jours. Ceci est donc une augmentation, mais qui est une augmentation de 7%. Il y a une semaine encore, cette augmentation était 2 fois plus importante. Nous sommes en train d'entrer maintenant, pendant cette semaine-ci et la semaine suivante, dans une période où effectivement nos contacts professionnels, nos contacts à l'école, globalement, sont diminués par les vacances. Et donc c'est un moment particulièrement important, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il faut dire et redire certaines choses pour que le virus diminue sa circulation et que nous n'ayons pas, en cette occasion, l'opportunité de lui donner de nouveaux ponts vers des structures sociales, familiales où il n'a pas encore pénétré. Il faut éviter effectivement de rencontrer de manière trop importante des personnes que nous n'avons peut-être pas vues depuis un certain temps et dans lesquelles l'infection ne s'était pas encore installée. Il faut donc éviter que ces chaînes de transmission, ces nouvelles chaînes ou ces nouveaux ponts puissent s'installer et que le virus en profite. L'augmentation des cas dont on vient de parler, peu importante mais qui existe, est présente, comme vous le voyez, dans globalement toutes les régions. La région dans laquelle l'augmentation est la plus importante est celle de Bruxelles-Capitale, cette fois-ci, avec un rebond de 20%, alors qu'en Flandre, il a été de 8% et en Wallonie de 2%. Sur la carte que vous avez devant vous, on voit les différentes provinces. Et au niveau des provinces, les augmentations les plus élevées, on le voit aussi, sont dans la province d'Anvers et dans la province de Namur, toutes les deux avec 15% d'augmentation. Certaines provinces ont une diminution des chiffres, on le voit pour le Hainaut, le Luxembourg, le Brabant flamand par exemple, et ceci nous montre bien qu'on est dans une sorte de période d'hésitation des différents chiffres. Ça monte, ça descend un peu, pas beaucoup, et on est depuis plusieurs jours dans cette espèce de plateau avec des petits hauts, des petits bas, qui peut bien sûr aller soit vers une diminution, ce qu'on souhaite, soit vers une augmentation. En nombre absolu, le nombre le plus élevé de nouveaux cas est toujours présent dans la province d'Anvers et dans les deux Flandres. On voit au niveau national cette augmentation dans toutes les catégories d'âge, sauf chez les plus de 80 ans, et c'était une relativement bonne nouvelle dont nous faisions déjà part il y a quelques jours, puisqu'on sait que c'est une tranche d'âge particulièrement atteinte par des formes sévères de la pathologie. Globalement parlant, maintenant, le plus de contamination se passe au niveau des 30 à 40 ans. Au niveau du nombre d'hospitalisations, ces chiffres restent relativement stables. On l'a dit, on a actuellement en moyenne 182 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui est autant que la semaine précédente. Il faut cependant noter qu'au niveau des hospitalisations, il y a des variations très importantes d'une province ou d'une région à l'autre. Et globalement parlant, on peut dire que les chiffres ont malgré tout ainsi augmenté la semaine dernière, parfois de manière significative, de 29% pour Liège. On avait déjà fait part de ceci il y a quelques jours, et de 4%, peu de choses, pour Bruxelles. Globalement, ceci nous amène à avoir actuellement hospitalisé 2500 patients, avec 539 d'entre eux au niveau des soins intensifs. Par rapport à la semaine précédente, ceci est toujours 8 à 9% de patients en moins. Au niveau des décès, nous déplorons malheureusement toujours un nombre de décès relativement stable, en l'occurrence actuellement 91
décès par jour. C'est 3% de moins que la semaine précédente, mais là aussi, on le voit, la courbe est relativement sur un plateau. Alors, le thème qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui des résultats de la 5e enquête de santé de Cienzano. Vous savez que ces enquêtes sont menées régulièrement depuis le début de la pandémie et celle-ci a eu lieu du 3 au 11 décembre. Une fois de plus, près de 30 000 personnes ont participé volontairement en donnant leur avis, leur ressenti sur leur santé mentale, sur leur santé sociale, sur les charges financières qu'ils pouvaient avoir, sur leur adhésion aux mesures et sur leur confiance dans les mesures prises par les autorités. Dans le contexte très particulier de cette fin d'année qui précède de quelques semaines le début de la vaccination, il a été introduit aussi des questions concernant l'impact et le ressenti de la population par rapport à cette vaccination. À ce niveau, plutôt des bonnes nouvelles puisque 60% de la population qui a répondu se déclare en faveur de la vaccination et déclare vouloir se faire vacciner. 25% hésitent et 15% ne souhaitent pas être vaccinés. Ces 60% qui sont d'accord avec la vaccination, c'est 10% en plus que la précédente enquête et donc c'est un point réellement favorable. C'est tout spécialement au niveau des jeunes de 18 à 24 ans que ces chiffres ont fortement bougé, puisque la proportion d'entre eux qui se déclarent prêts à se faire vacciner est ainsi passée de 47% en septembre à 62% actuellement. La motivation principale des gens pour se faire vacciner est celle d'aider ainsi un retour à la vie normale. Les principales craintes qu'ils expriment sont les craintes, je dirais presque bien sûr, des effets secondaires immédiats, mais des éventuels effets secondaires à long terme. Je pense qu'il est important ici de rappeler que les effets secondaires des vaccins se produisent dans 95% des cas en ayant les 6 semaines et que les vaccins qui vont commencer à être administrés ont tous été étudiés sur des populations qui avaient reçu le vaccin depuis au moins 2 mois, donc plus que les fameuses 6 semaines dont je viens de vous parler. 90% de la population qui a répondu concernant la vaccination estime que les professionnels de santé doivent être parmi les premiers ou les premiers à être vaccinés, suivis des personnes qui ont plus de 65 ans ou dont la santé globalement pose un problème et un risque par rapport à l'infection Covid. À côté de cet aspect de la vaccination qui je trouve est plutôt prometteur et montre que vous avez compris l'impact que ce vaccin peut avoir tant sur la santé que sur la structure et la vie sociale, il y a d'autres aspects qui sont effectivement, comme on pouvait le craindre, moins bons que précédemment. Et ce sont les aspects de la santé sociale et mentale. On constate que ces différents indicateurs évoluent de concert avec les mesures qui sont prises depuis le début de la crise en mars de cette année. 2 tiers des gens, en l'occurrence 64% de ces personnes de plus de 18 ans, sont insatisfaites de leurs contacts sociaux. Et ceci a pratiquement doublé depuis l'enquête qui avait été faite en septembre, où c'était 35% des gens qui étaient insatisfaits. Il faut rappeler qu'effectivement, en septembre, on succédait à des mois d'été dans lesquels beaucoup plus de choses étaient permises que ce qui le sont dans cette période de confinement. 40% des gens se sentent peu soutenus sur le plan social, et ceci est une augmentation de 10% par rapport à l'estimation du mois de septembre. Les troubles anxieux et dépressifs ont également augmenté. Ils s'élèvent désormais à 23 et 20% et sont plus fréquemment rencontrés que dans les enquêtes de juin et de septembre. On remarque qu'il y a des fluctuations pour les troubles anxieux, principalement en fonction de l'évolution du nombre de contaminations. On est inquiet pour sa santé lorsqu'on voit, entre autres, que les contaminations augmentent. Et qu'il y a une fluctuation des troubles dépressifs
plus eux par rapport aux mesures restrictives, souvent prises par le gouvernement en fonction justement de l'augmentation des cas dans la société. Et donc, ces deux types de troubles fluctuent en fonction de deux paramètres qui sont eux aussi interconnectés. Plus de cas égale plus de restrictions, je dirais pratiquement bien sûr. Cette cinquième enquête s'est aussi penchée sur les habitudes de consommation de la population, et de consommation au sens extrêmement large du terme. Si on s'intéresse aux consommations de boissons alcoolisées, on se rend compte que la moitié des personnes n'ont pas modifié leur consommation, que 20% l'a augmenté, mais que 30% l'a diminué, ce qui est un point favorable. Que pour le tabac, 40% des gens ont augmenté leur consommation de tabac, mais que 20% fument moins actuellement. Qu'au niveau de la consommation des drogues, on a 34% d'augmentation effectivement, ce qui est plus significatif que les 24% qu'on avait au mois d'avril. Nous savons que la Belgique est un pays dans lequel la consommation des somnifères, entre autres, et des tranquillisants est importante. Dans les personnes qui ont répondu à cette enquête, cette prise de somnifères ou de tranquillisants concerne 21% des personnes. Parmi celles-ci, 42% ont soit commencé, soit augmenté cette consommation depuis le début de la crise Covid. On s'en doutait, la population jeune, 18 à 24 ans ici, est la plus vulnérable sur le plan psychosocial. Heureusement, dans le contexte actuel, la consommation dans cette population au point de vue de l'alcool, au point de vue du tabac et au point de vue des drogues a globalement diminué. Ça, c'est un point bien sûr favorable. Je dirais malheureusement, le prix à payer, c'est que la prise de somnifères et de tranquillisants est en hausse. Comme est en hausse, et ça ce n'est pas forcément négatif, le remploi des réseaux sociaux et d'Internet, comme est en hausse, ça serait probablement négatif, la pratique des jeux de hasard. Concernant l'aspect financier, la sécurité financière, ou la sécurité en termes d'alimentation ou d'emploi des soins de santé, on a aussi un certain nombre de données importantes. 11% de la population, donc une personne sur 10 à peu près, a craint de manquer de nourriture au cours des 3 derniers mois. Et 6% a effectivement manqué de nourriture pendant cette période. Une personne sur 3, une trentaine de % des gens, dit avoir des difficultés à payer ses soins de santé depuis le début de la crise. Les limitations sociales nous touchent donc énormément. Une personne sur 5 vit avec un sentiment dépressif. En contrepartie, heureusement, un certain nombre d'addictions ou de mauvaises habitudes a diminué, comme par exemple l'emploi des boissons alcoolisées, probablement d'ailleurs parce qu'elles se faisaient dans un contexte social. C'est la même chose pour l'emploi des drogues, sans doute, lors de fêtes ou autres qui, par la force des choses, ont été fortement réduites. Le tabac, par contre, a plutôt un peu augmenté dans certaines tranches de population, peut-être là à nouveau parce qu'on est plus chez soi où on peut fumer alors qu'au niveau du travail, il y a une certaine limitation qui se fait. Les jeunes souffrent plus et on s'en doutait, malheureusement c'est donc bien le cas, des conséquences psychosociales de cette crise. L'ensemble de ces résultats, très détaillés comme vous l'avez entendu, et il y en a encore plus, est disponible sur le site de Ciensano. Alors après tous ces chiffres un peu secs, mais qui montrent la difficulté avec laquelle nous devons encaisser les mois de crise que nous avons dans le dos, quelques paroles en cette avant-veille de Noël. Que vous soyez croyants ou non-croyants, nous vous souhaitons de tout cœur les meilleurs moments possibles dans ces circonstances pour le moins très particulières. Je pense que le mieux qu'on puisse dire, c'est que offrez à vos proches et à vos amis ce qui est finalement le plus important, et on l'a encore rappelé, c'est la santé. Et vous savez ce qu'il faut faire, vous savez surtout ce qu'il ne faut pas faire pour que ce vœu puisse s'exaucer. Merci. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De besmettingscijfers nemen nog licht toe,
maar nemen toch minder snel toe dan enkele dagen geleden. De stijgende trend lijkt daarmee voorlopig te kalmeren. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft stabiel. We doen het daarmee merkelijk beter dan vele andere Europese landen. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat we nog steeds op een hoog besmettingsniveau zitten, met een hoog aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en een aanzienlijke belasting van onze ziekenhuizen. De afgelopen week werden er gemiddeld 2523 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een stijging van 7% op weekbasis. Enkele dagen terug stegen de besmettingen nog 2 maal zo snel. De stijgende trend lijkt daarmee voorlopig gebroken. De komende periode van rust en bezinning kan deze trend verder bespoedigen. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat we deze periode vooral binnen onze vaste kring doorbrengen. Dus opgelet. Als we afspreken met mensen die we lang niet meer gezien hebben, dan kan het virus immers nieuwe bruggetjes maken en opnieuw doorstoten naar families of groepen van mensen waar het virus nog niet gecirculeerd heeft. Dat is een fenomeen dat we in technische termen social mixing noemen. De stijging doet zich momenteel nog steeds voor in alle gewesten. En de hoogste toename zien we nu in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hier werden de afgelopen week 20% meer besmettingen vastgesteld dan de week ervoor. In Vlaanderen en Wallonië bedroegen de toenames respectievelijk 8% en 2%. De hoogste toenames zien we in Antwerpen en Namen, elk met plus 15%. Er zijn 3 provincies waar er lichte dalingen worden waargenomen, met name Henegouwen, Vlaams-Brabant en Luxemburg. Het hoogste aantal nieuwe gevallen zien we nog steeds in Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen. De toenames over het algemeen vinden nog altijd plaats bij alle leeftijdsgroepen, behalve bij de 80-plussers. De meeste besmettingen concentreren zich bij de 30ers en 40ers. De nieuwe ziekenhuisopnames blijven constant. Verleden week waren er gemiddeld 182 nieuwe ziekenhuisopnames per dag en dat is evenveel als de week ervoor. Er zijn wel nog belangrijke regionale verschillen. In Luik, Luxemburg, Oost-Vlaanderen, Waals-Brabant en Brussel stijgen de cijfers wel nog, gaande van 29% meer ziekenhuisopnames in Luik tot 4% meer in Brussel. Er liggen nu 2560 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 539 op intensieve zorgen. Deze cijfers blijven traag, maar gestaag naar beneden gaan. Ook al zijn er soms momenten waar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames opnieuw even toeneemt. Ten opzichte van vorige week liggen er nu 8 tot 9% minder mensen met COVID in de Belgische ziekenhuizen. Ook de overlijdens stagneren verder. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 91 overlijdens per dag te betreuren. En dat is 3% minder dan de week ervoor. Vervolgens zouden we u resultaten willen presenteren van de 5e COVID-gezondheidsenquête. Die resultaten zullen vandaag ook gepubliceerd worden op de website van Sciensano. Deze enquête vond plaats begin december, tussen 3 en 11 december. En bijna 30.000 mensen hebben daaraan deelgenomen. Zij hebben hun mening gegeven over hun geestelijke en sociale gezondheid, de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg, het naleven van de maatregelen en het vertrouwen in de autoriteiten. Aangezien de vaccinatie tegen COVID binnenkort van start gaat
hebben we ons ook deze keer op vaccinatie gefocust. We kunnen beginnen met relatief goed nieuws. 60% van de bevolking zegt bereid te zijn om gevaccineerd te worden, zodra het vaccin beschikbaar is. En dat is een stijging van 10% ten opzichte van de vorige enquête. 1 op 4, of 25%, aarzelt voorlopig nog. En 15% van de bevolking geeft aan niet gevaccineerd te willen worden. Het aantal jongeren tussen 18 en 24 jaar dat zich wil laten vaccineren is ondertussen wel sterk gestegen in vergelijking met de vorige enquête. Gaande van 47% in september naar 62% in december. De belangrijkste motivatie om zich te laten vaccineren is het verlangen om terug te keren naar het normale leven. De belangrijkste reden van twijfel, of de belangrijkste reden om zich tout court niet te laten vaccineren, is de angst voor de mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan kennis over de effecten op lange termijn. Mensen zijn het verder over het algemeen eens met de prioriteiten die de overheid gesteld heeft voor de vaccinatiecampagne. 90% van de bevolking is akkoord dat de gezondheidswerkers als eerste aan bod moeten komen voor een vaccin, samen met de hoogrisicopersonen, omwille van ziekte of ouderdom. Met onze sociale en geestelijke gezondheid gaat het jammer genoeg minder goed dan vroeger. Onze sociale gezondheid gaat achteruit in functie van de verschillende maatregelen die sinds maart zijn genomen om het coronavirus te bestrijden. Het aantal mensen dat ontevreden is met zijn of haar sociale contacten is bijna verdubbeld. Het gaat om 64% van de mensen in vergelijking met 35% in september. Dat is natuurlijk logisch, want sindsdien is het toegelaten aantal dichte contacten ook sterk beperkt. Het is natuurlijk ook jammer, maar dit blijft wel een van de meest effectieve maatregelen om het virus te bestrijden. 40% van de mensen zegt weinig sociale steun te voelen. En dat is een stijging van 30% tegenover september. Ook het aantal mensen dat kampt met angst en depressieve gevoelens is duidelijk toegenomen in vergelijking met juni en september. 23% van de mensen kampt met angstgevoelens en 20% met depressieve gevoelens. Uit onze monitoring blijkt dat angststoornissen fluctueren in functie van het aantal COVID-besmettingen, terwijl depressieve gevoelens vooral lijken af te hangen van de beperkende maatregelen. Er werd in deze enquête ook gepeild naar een aantal consumptiegewoonten binnen de bevolking. De helft van de gebruikers van alcoholische dranken zegt dat ze hun consumptiegedrag niet hebben veranderd in vergelijking met de periode voor de crisis. 29% geeft aan minder te drinken en 20% zegt meer te drinken dan voor de crisis. Van de rokers zegt 39% meer te roken dan voor de crisis, terwijl 20% zegt minder te roken. Het aantal druggebruikers dat meer drugs gebruikt, is toegenomen, gaande van 23,5% in april tot 34,5% in december. 21% van de ondervraagde personen slikt slaap- of kalmeermiddelen en 42% zegt dat ze daarmee begonnen zijn of dat ze hun gebruik hebben verhoogd sinds de coronacrisis. Verder blijkt ook dat jongeren van 18 tot 24 jaar een van de meest kwetsbare groepen zijn voor deze psychosociale crisis. Hun gebruik van alcohol, tabak en verdovende middelen
is over het algemeen wel afgenomen. En waarschijnlijk is dat omdat men niet meer of nog heel weinig uitgaat. Terwijl het gebruik van slaap- of kalmeermiddelen is toegenomen. Daarnaast wordt er ook meer gebruik gemaakt van sociale netwerken en internet, wat op zich natuurlijk geen slechte evolutie is, maar jammer genoeg ook van goksites. Betreft de financiële zekerheid op het gebied van voedsel en gezondheidszorg vallen enkele cijfers erg op. 11% van de bevolking vreesde dat ze de afgelopen 3 maanden zonder voedsel zouden komen te zitten. En 6% zat in deze periode ook effectief zonder voedsel. 1 op 3 mensen in België zegt tijdens deze crisis moeite te hebben met het betalen van hun gezondheidszorg. Samengevat kunnen we stellen dat de sociale beperkingen de mensen duidelijk zwaar vallen. 1 op 5 mensen kampt met depressieve gevoelens. Opvallend is wel dat een deel van de mensen minder drinkt. Waarschijnlijk gaat dit om de sociale drinkers. En ook een deel geeft aan meer te roken. Waarschijnlijk omdat men meer thuis verblijft. Opvallend veel mensen, namelijk 1 op 5, slikt kalmeer- of slaappillen. En jongeren lijden opvallend vaker onder de psychosociale gevolgen van deze crisis. Alle resultaten van deze enquête kunt u verder raadplegen op de website van Sciensano. En dan rest mij tenslotte enkel nog om u een aangename en fijne kerst te wensen. Dank u voor uw aandacht. Le jour le plus sombre de l'année est littéralement derrière nous. Désormais, les jours commencent à s'allonger. Il est encore un peu prématuré de dire que la période la plus sombre est également derrière nous. La perspective concrète du vaccin est prometteuse. Toutefois, cela ne signifie pas que nous pouvons considérer clos ce chapitre de notre histoire, même si nous le voudrions tous. Le nombre de nouvelles contaminations, d'admissions et de décès reste actuellement problématique. Et la situation dans le secteur de soins de santé est encore précaire. Certains hôpitaux flirtent encore avec leurs limites, tant en termes de capacité de lit que de personnel soignant. Il faut donc éviter à tout prix une nouvelle vague trop importante. Nous devons également tenir compte du fait que la saison normale de la grippe approche, avec son impact sur le secteur de soins. En résumé, il y a des signes d'espoir avec le vaccin, mais dans les semaines à venir, tout le monde devra rester vigilant et combatif. Le fait que nous devions célébrer les fêtes cette année, en cercle très restreint, n'est agréable pour personne. Il est toutefois encourageant de constater dans la dernière enquête menée par l'Université de Gand qu'une majorité croissante de la population compte prendre en compte la situation actuelle dans leurs activités. Les citoyens vont profiter de ces 2 semaines de détente, mais dans le respect des mesures. Les relations sociales restent cependant importantes pendant cette période. Nombre d'entre nous ont donc prévu de se voir à l'extérieur avec leur famille ou leurs amis dans les jours à venir. À l'extérieur, vous pouvez vous réunir à un maximum de 4 personnes en maintenant les 1,5 mètres habituels, si vous n'êtes pas membre de la même cellule familiale, bien sûr. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas à compter dans cette limite de 4 personnes. Belgique oblige, on prévoit évidemment un peu de pluie dans les prochains jours. En cas de mauvais temps, on vous demande vraiment de ne pas transformer votre rencontre prévue à l'extérieur en rencontre en intérieur. Nous savons tous maintenant que le risque de contamination dans un espace clos est beaucoup plus important qu'à l'air libre. En cas de trop mauvais temps, préférez donc postposer la rencontre ou prendre vos précautions pour affronter malgré tous les éléments. S'il s'agit d'une rencontre ou d'une réunion statique, une tonnelle peut être une option, mais s'agglutiner ensemble sous une tonnelle barricadée de tous côtés présente un risque trop important et doit donc être évité. Ce n'est qu'à l'air libre qu'il y a suffisamment de brassage d'air permettant de se réunir en toute sécurité dans le respect des distances. Nous souhaitions
Pour terminer aujourd'hui, à la veille de ces fêtes de fin d'année, remercier toutes les personnes qui font fonctionner notre pays pendant cette période. Les services d'urgence, le personnel des transports publics, le secteur de la distribution, bien d'autres évidemment, et bien sûr toutes les personnes travaillant dans le secteur des soins de santé. L'année a été particulièrement éprouvante pour ces personnes. Et dans les prochains jours, elles continueront à donner de leur énergie, de leur humanité aux personnes souffrantes. Vraiment, merci. Merci pour votre dévouement et votre engagement, tant dans les jours à venir que dans l'année écoulée. On vous souhaite un joyeux Noël. Goedemorgen. De donkerste dag van het jaar ligt letterlijk achter ons. Vanaf nu beginnen de dagen te lengen. Het is echter nog iets te voorbarig om te stellen dat ook figuurlijk de donkerste periode achter ons ligt. Het concrete vooruitzicht van het vaccin is heel hoopvol. Dit wil echter niet zeggen dat we dit donkere hoofdstuk nu definitief achter ons kunnen laten. Het aantal nieuwe besmettingen, opnames en overlijdens blijft hoog, te hoog. Tevens is de situatie in de zorgsector nog steeds heel precair. Vele ziekenhuizen flirten met hun limiet, en dit zowel qua beddencapaciteit als zorgpersoneel. De marges blijven klein in de ziekenhuizen. Een nieuwe, zware golf moet dan ook absoluut worden vermeden. Tevens moeten we rekening houden met het feit dat het normale griepseizoen ook voor de deur staat. Kortom, er zijn met het vaccin hoopvolle signalen, maar de komende weken zal iedereen waakzaam moeten blijven. Het feit dat we eenmalig de feestdagen in heel beperkte kring moeten vieren, is niet aangenaam voor niemand. Bemoedigend is echter dat uit een onderzoek van de Universiteit van Gent blijkt dat de overgrote meerderheid bereid is om zich aan deze beperkingen te houden. Mensen gaan de feestdagen gezellig doorbrengen, maar met respect voor de maatregelen. Sociale contacten blijven echter belangrijk in deze periode. Vele mensen hebben dan ook plannen gemaakt om de komende dagen buiten af te spreken met familie of vrienden. Buiten mag je met maximum 4 personen samenkomen. Hierbij moet je steeds de regel van de social distancing respecteren. In tegenstelling tot de regels rond het knuffelcontact tellen kinderen onder de 12 jaar niet mee als je buiten afspreekt. De komende dagen wordt er echter regen voorspeld. Stel uw plannen bij slecht weer uit naar een later moment of trek aangepaste kleding aan. Het belangrijkste is dat je niet binnen afspreekt. We weten immers dat de kans op een besmetting in een huiselijke sfeer vele malen groter is dan in de open lucht. Dicht bij elkaar kruipen in een slecht geventileerd tentje heeft hetzelfde risico als binnen afspreken en moet dan ook worden vermeden. Enkel in de open lucht is er voldoende ventilatie om op een veilige manier met maximum 4 mensen samen te komen. Maar het blijft belangrijk om ook hier de fysieke afstand te respecteren. Tot slot willen we alle mensen bedanken die ook tijdens deze kerstperiode zorgen dat ons land blijft draaien. Onder andere de hulpdiensten, personeel van het openbaar vervoer, de retail en de distributiesector. En uiteraard alle mensen in de zorgsector. Het was voor de mensen in de zorgsector een enorm zwaar jaar. En ook de komende dagen zullen er voldoende zorgende handen aan het bed staan, klaar om de nodige hulp te verstrekken. Dank voor jullie inzet en engagement van het afgelopen jaar en van de komende dagen. Ik wens tot slot iedereen een prettig kerstfeest en hou het vooral veilig. Dank u wel. En kunnen we nu overgaan tot de vragen van de journalisten. Is de nieuwe vorm van het coronavirus dat zich ontwikkelt in Groot-Brittannië makkelijker overdraagbaar bij kinderen? Wel, ik kan daar heel duidelijk over zijn. Er is geen bewijs dat kinderen meer vatbaar zijn voor deze nieuwe variant van het virus die voor het eerst werd vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Ik wil daarbij ook nog even benadrukken dat wanneer men een snelle stijging in de besmettingscijfers ziet, dat meestal te maken heeft met het gedrag en de sociale contacten van mensen, ongeacht de variant van het virus. Dat is een patroon dat we in heel veel landen al gezien hebben. In het Verenigd Koninkrijk heeft men in het zuidoosten van Engeland, waar die variant gerapporteerd werd, voor het eerst beschreven werd,
vastgesteld dat er een snelle stijging was in het aantal gevallen. En men vindt die stijging vooral bij de mensen onder de 60 jaar. Opnieuw, dat is een vrij normaal patroon wanneer je in het begin van een uitbraak zit, wanneer je in het begin van een grote golf zit. Dan zie je dat het virus eerst fors circuleert onder het actieve deel van de bevolking. Dat hebben we ook in België gezien. Het is pas na enkele weken dat het virus ook begint door te stoten naar oudere generaties. Ook in België hebben we gezien dat wanneer er veel virus circuleert in de bevolking, je ook veel gevallen ziet bij de schoolgaande kinderen en in de scholen. In België was dat de voorbije weken meer het geval in Wallonië dan in Vlaanderen. In Wallonië was er ook een veel intensere circulatie van het virus. Dat heeft niet noodzakelijk iets te maken met andere eigenschappen van het virus of van de variant. Er is op dit moment dus geen biologisch bewijs dat dit virus zich anders zou gedragen bij kinderen, of deze variant zich anders zou gedragen bij kinderen dan andere of oudere varianten van het virus. La nouvelle forme de coronavirus qui se développe en Grande-Bretagne serait-elle plus transmissible chez les enfants? Alors soyons clairs, nous n'avons actuellement aucune preuve que les enfants soient plus touchés, que ce soit infectés ou malades par cette nouvelle souche dite UK. Il faut savoir que pour tous ces virus, c'est essentiellement notre comportement, ce sont nos contacts sociaux qui sont le driver de la transmission du virus, comme dans les autres circonstances que nous avons connues dans différents pays, dont en Belgique. Ce que les Anglais ont constaté, c'est qu'ils avaient une augmentation à un certain moment des cas, surtout chez les gens de moins de 60 ans. C'est tout à fait normal et nous avons constaté exactement la même chose au début d'une vague. C'est dans la population plutôt jeune que les cas augmentent en premier temps, avant d'augmenter 1 ou 2 semaines plus tard chez des personnes plus à risque dans la population plus âgée. On a aussi plus de cas au début chez les enfants que dans la population âgée. Ce sont des circonstances qu'à nouveau en Belgique on a bien connues. Ça n'a rien à voir de spécifique avec l'une ou l'autre variante, que ce soit la variante UK ou d'autres variantes espagnoles ou autres qu'on a pu connaître depuis le début de cette pandémie. Et donc nous n'avons actuellement aucune preuve que la variante UK nous donne une transmission différente, entre autres chez un public jeune, que les autres souches que nous connaissons maintenant depuis plusieurs mois. Un objectif de 100 000 tests par jour était annoncé pour la fin de l'année. Actuellement, moins de 40 000 tests sont effectués. Pourquoi? Alors, je pense qu'il faut être clair. La capacité humaine pour faire des prélèvements est là. La capacité technique pour réaliser après ça les analyses est là aussi. Ce qui n'est pas employé actuellement, c'est le fait de tester les gens qui ont un certain nombre de symptômes. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas présentes pour être testées. Il y a 2 explications. Soit on n'a pas de symptômes, il y a moins de gens infectés et pour l'instant nous sommes dans une période où il y a, heureusement on l'a vu, moins d'infections, même si on est sur un plateau par rapport à ce qu'on a connu au mois d'octobre et novembre par exemple. Et d'autre part parce qu'on n'emploie pas assez le testing, soyons clairs, sur un certain nombre de circonstances. Trop de personnes ne rapportent pas des symptômes mineurs éventuellement, qui sont compatibles car elles ont une hésitation liée soit à la crainte de la gêne donnée par le prélèvement, soit à la crainte de l'isolement que ça va signifier si elles sont positives et de l'impact au point de vue des relations sociales ou au point de vue financier que cela pourrait avoir pour elles. Ce sont malheureusement à chaque fois des occasions perdues pour la santé de tous, de rompre ainsi des chaînes de transmission. Nous remarquons d'ailleurs depuis des mois qu'un certain nombre de provinces testent moins que d'autres et que globalement les provinces francophones testent moins par 1000 habitants, donc on normalise pour un certain nombre d'habitants, testent moins par 1000 habitants que les provinces néerlandophones. Ceci n'est pas un point favorable
pour l'évolution de la pathologie dans les zones en question. Et je pense qu'on ne peut qu'instiguer dans la population, que les médecins traitants d'ailleurs, que les gens doivent consulter s'ils ont le moindre doute sur des symptômes. Il faut ne pas minimiser les choses, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à tester. Nous pouvons le faire et c'est le testing qui est à la base de la rupture des chaînes, on l'a dit, tester, tracer, isoler. Tant que suffisamment de gens ne seront pas vaccinés dans le pays, c'est encore pour des mois et des mois, ceci restera à la base de la manière de lutter contre le Covid. Er was een doel van 100.000 tests per dag tegen het eind van het jaar aangekondigd. Momenteel zijn het er nog minder dan 40.000. Waarom is dit zo? Wel, er worden momenteel zo'n 38.500 testen per dag uitgevoerd. Dat is een stijging van 17% in vergelijking met de week ervoor. Toen werden er een 33.000-tal testen per dag uitgevoerd. Dat is een zekere stijging, maar er is nog veel meer marge en er is ook een veel grotere capaciteit aanwezig momenteel om meer testen uit te voeren. We testen momenteel meer in de eerste plaats omdat er ook meer mensen met symptomen getest worden. Er kan eigenlijk nog heel wat verbetering gemaakt worden op het gebied van het testen van hoogrisicocontacten. Cruciaal daar is natuurlijk wel dat mensen al hun hoogrisicocontacten doorgeven en dat die dan vervolgens ook getest worden. Verder zal er in de toekomst ook meer ingezet worden op het testen van reizigers. We zien ook dat in sommige delen van het land er een zekere testmoeheid begint op te treden. Het is opvallend dat in een aantal Waalse provincies er verhoudingsgewijs een pak minder testen worden uitgevoerd per 100.000 inwoners. Ik denk dat het belangrijk is dat er blijvend wordt ingezet op het goed sensibiliseren van de bevolking en ook van de artsen om te blijven testen. We mogen niet vergeten dat het uitvoeren van testen een van de belangrijkste pijlers is om de verspreiding van het virus te stoppen. Goed, dat waren alle vragen van de journalisten. Misschien nog heel even meegeven dat de volgende persconferentie maandag doorgaat om 11 uur. Uiteraard worden de cijfers wel bijgewerkt op de website van Sciensano. Dan wens ik jullie nog een prettig... Moet ik heel even opletten wat ik doe. Prettig kerstfeest. Dank u wel.